Encore un itinéraire très original aujourd'hui puisqu'il nous entraîne dans la planète des cépages et des vins. Notre guide est Aimé Guibert. Aimé, bonjour. Bonjour. C'est une grande planète, parce que combien y a-t-il au minimum, au bas mot, de cépages sur notre vieille terre? Alors on va dire combien il en reste. Puisque bon. Alors combien en reste-t-il? Le monde moderne a le lance-flamme sur les belles choses du passé. Donc il doit en rester environ 20 000 aujourd'hui. 20 Ah mais attendez, c'est énorme, 20 000 cépages différents dans le monde. Vous imaginez le territoire que l'on va couvrir aujourd'hui. Vous êtes créateur d'un domaine très particulier. Vous en sauvez d'ailleurs des cépages menacés. C'est un musée chez vous? Eh bien, je pense que je mérite une casquette de conservateur du patrimoine viticole. Ou de gardien de musée, plus modestement. Oui, il y en a dans les creux de la vallée du Gassac, il y a beaucoup de cépages. Des vieux cépages européens, mais qui sont toujours jeunes. Et c'est un étonnant voyage que vous allez faire aujourd'hui avec Aimé Guibert. Ah, il y a du bel accent dans l'air et du terroir. Nos territoires, justement, aujourd'hui, ont des noms qui, pour certains, vous sont familiers. Je prends comme exemple Cabernet Sauvignon, entre le Bordelais, mais aussi la côte ouest des États-Unis, entre autres la Californie. Le Chenin Blanc, la vallée de la Loire, aussi bien que la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud. Le Grenache Noir en Espagne, comme en Australie. Le Pinot Noir en Bourgogne et dans l'Oregon, bah si, aussi. La Syrah, devenue Shiraz en Australie et en Afrique du Sud. D'autres sont plus étranges, comme le Barbera, dans le Piémont italien, le Müller-Thurgau, oh ça c'est facile à deviner, nous sommes en Allemagne, ou alors le Sangiovese en Toscane. Bref, le voyage relève de tous les horizons et aboutit à éveiller tous les sens, et parfois à éviter des contresens, enfin j'espère. Voyageur, producteur Aimé Guibert, vous avez un message à nous livrer en ouverture. Oui, bien sûr, mais je vais vous arrêter sur les premiers mots que vous venez de dire, oui. Parce que... Attention, oui, mais je non. vais déjà me corriger. Je sens que je vais avoir une heure de correction avec vous. Écoutez, j'essaierai d'être, par tempérament de vieux huguenot, j'ai assez tendance à avoir des imprécations assez fortes. En fait, ce n'est pas parce qu'on met de la violence dans les propos qu'on leur donne plus de poids. Donc je vais essayer de parler calmement. Mais vous venez déjà de dire deux choses qui sont la preuve manifeste que le gros argent qui mène le monde a déjà bien gagné la partie. Vous venez de dire qu'il y a des cépages variés. Eh bien, j'ai le malheur de vous dire, la tristesse de vous dire qu'il faut faire attention. Il n'existe très peu, à l'heure actuelle, de ces vieux cépages. Les noms sont là. Mais de toute façon, le nom est là, mais l'essence de ces cépages a disparu. Elle a disparu pour deux raisons très simples, très fortes, très évidentes. La première, c'est qu'on les a clonés. C'est-à-dire que l'homme passe derrière le bon Dieu, attrape le patrimoine génétique d'une plante, et il s'est dit, comme je suis un gros malin, je vais en faire davantage. Donc il va cloner pour augmenter la production. Et le clonage se fait de quelle façon ? Le clonage est une manipulation sur les gènes de la plante qui permet d'exciter ou de privilégier tous les paramètres qui conduisent à la quantité. Si vous voulez, on va prendre un chiffre moyen. Les divers cépages européens produisaient avant les clonages entre 20 et 35-40 hecto-hectares. Tous ces cépages clonés ont un rendement moyen aujourd'hui de 70 hecto-hectares. Et si je prends les excellents agronomes australiens, eux, ils ne vont pas par le dos de la cuillère, ils en sont, à 100, 150, 200 hecto-hectares. On est passé, avec les mêmes noms, de produits rares, avec une très forte intensité aromatique, à des produits surabondants, qui n'ont pratiquement plus de valeur aromatique, sauf celle qu'on leur donne en ajoutant différents parfums alimentaires autorisés en dehors de la France. Donc vous avez les noms, vous n'avez plus la variété des cépages. Alors ça veut dire, donc Aimé Guibert, que les grands cépages, entre autres européens, que l'on peut trouver aujourd'hui sous d'autres latitudes, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, sont devenus des copies, ont été copiés, ont été modifiés génétiquement et modifiés pour accélérer la production. Absolument.
absolument. Donc ils s'appellent encore Cabernet Sauvignon, mais ils n'ont plus rien à voir avec le Cabernet d'origine. Mais vous savez, ce qui se passe là, c'est ce qui se passe dans le mot démocratie. On l'utilise partout dans le monde quand on trucide des gens par milliers ou par centaines et quand l'ONU se tait, parce qu'il ne faut pas en parler à une époque donnée. Oui. Donc nous sommes devant des cépages qui ont leur nom et qui ont perdu, parce qu'on a poussé le facteur quantité, qui ont perdu leur prodigieuse qualité aromatique, leur personnalité de saveur. Mais il y a un autre élément qui a conduit à la mort des cépages. Il n'y a pas que le clone, il y a la mort du sol. Lorsque vous tuez le sol, qui est l'allié, le frère de la plante, pourquoi il y a des arômes dans certaines plantes, comme la vigne en particulier, mais dans d'autres? Parce que vous avez d'abord une plante qui ne produit que ce que la nature donne dans ce climat considéré, mais aussi parce que vous avez les milliards de micro-éléments du sol vivant qui aident la plante à créer des choses absolument uniques, absolument remarquables, absolument subtiles. Alors quand vous avez le clone, on fait la quantité, on ne fait plus la qualité, et quand vous avez tué le sol par des engrais chimiques, c'est-à-dire des molécules de synthèse, et bien là vous avez tout simplement un robinet qui produit des liquides en grande quantité. Le nom est là, mais tout le reste a déserté. Alors, il est évident que le monde moderne, dans sa grande sagesse, a bien compris que les gens ne sont pas complètement couillons. On leur enlève la valeur des aliments, mais le gros argent intervient et on va créer les marques. Alors, vous allez vous mettre dans la tête que cette marque va vous donner des jouissances infinies. Ça sera dans la tête, mais ça sera plus dans le gosier. Mais je pensais que vous alliez me parler, mais Guibert, d'amour des autres, de curiosité, de vos voyages à travers les vignes, des cépages que vous pouvez découvrir au fur et à mesure de... Et vous êtes un homme foncièrement en colère et perpétuel. C'est ce qui vous fait avancer d'ailleurs, mais perpétuellement en colère. Où est l'amour? Êtes-vous un homme heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors écoutez, quand on est un paysan dans une vieille vallée française où rien n'a pénétré du monde moderne, il y a un mot qui est complètement exclu, c'est le mot malheureux. Le fait d'être heureux, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois que je le suis quand même. Mais quand vous habitez la vallée du Gassac, une de ces vallées extraordinaires qui partent de l'Hérault et qui rentrent dans les Cévennes, avec une merveilleuse rivière sauvage, qui en plus est une résurgence qui vient du centre de la France, des eaux cristallines, on faudrait se forcer à être malheureux, on n'y arriverait pas. Alors nous sommes en plein cœur de l'Hérault. En fait, vous avez deux vies, Aimé Guibert. La première vie, c'est l'industrie du cuir, dans l'Aveyron. Et puis, au début des années 70, c'est le déclin de cette industrie. L'industrie disparaît. Et là, vous avez une sorte de, comment on dit, de pressentiment qu'il y a une terre qui est en sommeil, qui mérite de relever un défi, enfin de vous accorder un moment de défi, lancer un défi aux yeux du monde, c'est de créer un vignoble. Il y a une rupture, et c'est la rupture économique. C'est la fin du marché du cuir. Oui, mais là aussi, les choses n'arrivent pas comme ça parce que on passe de la pluie au beau temps. Le cuir, qui est une espèce d'orgueil de l'Europe, les grandes industries du cuir. En France, il y avait 100 000 personnes, une dizaine de villes spécialisées. Ils ne meurent pas tout seuls. Ils meurent parce qu'à un moment donné, les gens qui mènent la structure économique de l'Europe, les énarques en particulier, ont pensé que pour vendre des caravelles, il y avait un intérêt à laisser partir les industries du cuir vers des pays sous-développés. Tout ça sont ces apprentis sorciers qui, actuellement, nous font une vie, mais une vie qui est construite dans leur tête de singes savants. Le cuir a disparu, 100 000 personnes au chômage. Allez visiter Millau, Saint-Julien, Groslay, Mazamet, Chaumont, vous verrez des villes mortes. Est-ce qu'il y a progrès? Pour moi, il y a saccage d'une des richesses françaises. En tout cas, je le prends sur la gueule, c'est vrai, en 85, je le prends sur la gueule, et la chance a voulu que j'ai déjà acheté avec ma femme, nous sommes installés, ma femme est ethnologue, nous sommes installés dans cette vallée merveilleuse. Et vous avez découvert là un coin de paradis, c'est le vrai coup de cœur, quoi. Absolument.
Ah mais absolument. Ouais. Mais attendez, c'est un coup de dé en même temps de lancer une production de vin sur cette terre. C'est pas évident. Alors, c'est pas évident du tout. Quand nous arrivons dans les années 70, le Languedoc est un pays toujours merveilleux, des villages qui roupillent, les gens jouent aux boules. On a dit qu'ils feraient du mauvais vin presque par vocation. Il y a eu des mots très sévères, et c'est vrai que le Languedoc n'a pas reconnu sa capacité à faire des grands vins. Donc, quand nous arrivons, nous sommes vraiment un corps étranger. Bon, alors là, comme toujours dans la vie, il faut toujours se rappeler que dans chaque moment heureux de la vie, il y a un coup de chance. Je ne crois pas au génie qui invente la chance. La chance arrive, et le génie ou l'astuce, c'est de savoir grimper vite sur le cheval chance. La chance, c'est d'être aveyronnais, c'est-à-dire d'avoir des amis aveyronnais, parmi lesquels Henri Enjalbert, très grand esprit, président du jury d'agrégation de géographie, titulaire de la chaire de Bordeaux. Enjalbert a écrit une œuvre extraordinaire qui a montré comment il n'y a de grand vin que s'il y a un terroir particulier. Il a décortiqué le Bordelais, il y a une œuvre immense, absolument passionnante. Alors l'amitié d'Enjalbert, bien entendu, Guibert, vous voulez faire du vin dans cette vallée, laissez-moi la voir. Il vient, il la voit, la vallée du ruisseau Gassac, à côté d'Agnan, à côté de Saint-Guillain-le-Désert. Et qu'est-ce que dit Enjalbert le soir quand il rentre de sa promenade de géologue? Il dit, Guibert, vous avez trop de chance, je ne sais pas si vous la méritez, vous avez, mon ami, un terroir fabuleux, vous avez une accumulation de graisse glaciaire qui est le plus beau cépage bourguignon, le plus beau terroir bourguignon que l'on puisse rêver d'avoir. Et vous l'avez reçu comme ça. Qu'allez-vous en faire? Alors... Là, ce qu'il y a de cocasse, si vous voulez, c'est que... J'ai dit, je vais peut-être faire un hôtel 4 étoiles avec une piscine pour les touristes. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. J'aurais peut-être été assez couillon pour le faire, mais il se trouve que j'ai une femme qui a la tête dure et qui m'a dit, halte-là, jeune homme, on n'abîme pas cette vallée, on la respecte. Et nous avons donc choisi de suivre le conseil d'Enjalbert. Alors Enjalbert m'a dit aussi, avant de faire quoi que ce soit, voilà un numéro de téléphone, téléphonez. Un homme qui s'appelle Pénaud, et qui est le grand génie, le pasteur du vin pour le siècle dernier, à Bordeaux. Voilà, donc le coup de chance d'être l'ami de l'un, le coup de chance de rencontrer l'autre, et je puise à la source, aux lèvres d'Émile Pénaud, je puise l'art du vin. Voilà. Et vous savez, quelquefois dans les relations entre hommes, pas simplement d'une femme à un homme, mais quelquefois entre hommes, il naît des grandes intimités de pensée. Et je me suis trouvé disciple, totalement conquis par ce formidable respect que manifeste l'œuvre d'Émile Pénaud à l'égard des grands vins. Je vois qu'une femme à la tête dure et un homme en colère, ça fait des étincelles. Françoise Hardy pour ce dépaysage sur France Inter aujourd'hui dans la planète des cépages. Ceux qui résistent encore à la domination, comme le disait notre homme en colère, voyageur, malgré tout, Aimé Guibert. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez compris qu'il fallait du courage, être opiniâtre. Parfois à deux, ça peut arranger les choses, comme on l'a compris chez vous. Mais la colère fait avancer, et c'est très clair par la réussite de ce qui s'est passé chez vous à Gassac, dans ce mas de Domas Gassac. Alors nous sommes entre Montpellier et Pézenas, à 6 km de Gignac, non loin de Agnan. Lorsque vous avez lancé votre production, vous n'étiez pas très aimé. Oui. C'est facile ce que je viens de faire, mais bon. Oui, non, mais il faut bien de temps en temps utiliser les matériaux qui se proposent. Oui. Vous étiez en train de réveiller la région et en même temps de faire savoir qu'il y avait peut-être d'autres possibilités d'exister, de travailler, de produire. Non, réveiller, c'est beaucoup dire, parce que la première réaction a été, voilà un garçon qui vient de la montagne et qui radote. Ça n'a pas du tout été de se réveiller. Le réveil est venu grâce à comme toujours, à une dizaine de garçons très jeunes qui sont venus me voir. Et nous arrivons en 70, c'est à partir des années 80 que le réveil arrive, mais il n'est pas arrivé tout de suite. La première attitude était beaucoup plus la critique que le réveil. Mais enfin, le réveil est venu. Alors, vous me demandez où on est. On est dans un pays extraordinaire, béni. On est à la sortie des gorges de l'Hérault. On est à la sortie de l'abbaye de Saint-Guillain-le-Désert.
et à 1 kilomètre du village d'Agnan, qui est à l'entrée des gorges de l'Hérault. Et le Domagassac, aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 personnes par an, minimum, puisque nous sommes surtout vignerons pour des clients particuliers dans le monde entier, beaucoup plus que dans les circuits traditionnels. On n'a aucune casquette, aucune décoration, aucune appellation, donc nous avons l'estime de clients privés à travers le monde. C'est vrai, on dit dans la presse, vous êtes un peu le José Bové du vin. Mais c'est pas faux. La Confédération paysanne, altermondialiste, méfiance, halte au monopole. Les monopoles arrivent. Alors ils sont entre autres américains. On va pas à chaque fois les fustiger, mais eux sont là. Donc il y a un certain Mondavi qui est très intéressé. On tente de vous acheter, vous refusez. Est-ce que je résume bien? Non, vous résumez bien, mais vous dites des mots qui me donnent envie de partir au galop. Par exemple, José Bové. José Bové, comme beaucoup de personnes qui ont marqué l'histoire, existera demain pour un message, son premier message, respecter la terre, respecter les paysans de France. Après, il y a toute une cavalcade d'idées où il est happé par des rôles médiatiques dans le monde et où malheureusement, vous savez, il aurait été l'homme de sa seule idée, il pouvait changer toute l'attitude de la France à l'égard de son agriculture. Il reste l'homme qui a lancé le message. Dommage qu'il ne l'ait pas défendu jusqu'au bout. Il est parti dans un autre rôle. Alors là, c'est lui, sans jeu de mots, Aimé Guibert, qui vous a apporté un vent frais, parce que dans votre domaine, là, dans la vallée du Gassac, il y a un vent frais le soir qui vient du Larzac et qui vient tempérer le sol et qui vient bonifier ce sol, parce que apprendre à cultiver, c'est apprendre à connaître son environnement, mais à connaître son sous-sol. Ben oui, vous avez une fois de plus raison. Domagassac n'existe pas. Je vais arrêter après d'avoir raison. Vous arrêterez après d'avoir raison. Non, mais continuez. Ça n'est pas un inconvénient. Ce sous-sol, il a quelle particularité chez vous? Graisse glaciaire, c'est-à-dire 20 mètres à peu près de poussière de roches explosées pendant les dernières glaciations, les 4 dernières glaciations. C'est donc un sol parfaitement perméable, d'une pauvreté absolue et très très riche en oxyde de fer, en oxyde d'argent, en oxyde de cuivre et même en oxyde d'or. C'est donc un sol très pauvre, très perméable, très riche en oxyde divers. Donc le sol parfait pour faire un vin qui, comme la poésie, doit naître dans la souffrance. Ce qui naît dans ce sol n'a rien à bouffer, a de la peine à arriver jusqu'à maturité, mais le jour où il y arrive, c'est un chef-d'œuvre de nature. Les néophytes comprennent pas ça en disant un sol pauvre, ça va donner un produit pauvre. Mais non, pas du tout. Il faut faire, comment dites-vous, souffrir la vigne? Mais vous savez bien que si Verlaine n'avait pas souffert, il n'aurait peut-être pas écrit quelques-unes de ces musiques merveilleuses. Et c'est vrai pour beaucoup de poètes, c'est vrai pour le sol, c'est vrai pour la vigne. Partout où il y a un garde-manger plein de graisse, plein de compost, vous faites des fruits, vous faites des raisins qui sont trop gras et qui manquent de parfum. Vive la maigreur en matière de viticulture. Partout où la vigne a difficulté à faire sa récolte, partout vous allez trouver des arômes extraordinaires. Et Domagassac, c'est vrai, c'est le lieu magique de la pauvreté du sol. Et vous venez de dire une chose fondamentale, Domagassac, la vallée du Gassac, s'il n'y avait pas cette curiosité de l'air froid du Larzac qui dégringole toutes les nuits dans la vallée, le vin ne serait pas ce qu'il est. Un grand terroir ne fait rien s'il y a un climat trop chaud. La chaleur ne vaut rien au vin. Elle donne de l'opulence, elle donne pas de la capacité de durée, elle ne donne pas de la complexité. Eh bien, la vallée du Gassac reçoit toutes les nuits, vers 1-2 heures du matin, l'air froid qui dégringole du Larzac et qui se coince dans la vallée. C'est tout à fait extraordinaire. On arrive à des nuits d'été où il peut faire 20 dans la plaine de l'Hérault et où il va faire 5-6 degrés dans la vallée du Gassac. Si on ne le voit pas, on ne le croit pas. Et c'est la clé, ce second élément, c'est la clé de la prodigieuse capacité à vieillir des vins rouges de Domagassac. Oui, alors, Aimé Guibert, vous m'avez dit tout à l'heure, moi mon fil conducteur c'est la vigne, c'est un vrai guide de voyage et c'est plus particulièrement et essentiellement pour moi le guide de voyage en Méditerranée, le bassin méditerranéen fondateur de la culture, d'une culture moderne qui est la nôtre aussi et en particulier de l'art de la production du vin. Mais alors, attendez, vous êtes dans un microclimat, si on suit une ligne le long de la Méditerranée, qu'on s'arrête sur différents lieux de production, on n'est pas du tout sous les mêmes températures. Il fait chaud. En Grèce, il fait chaud.
Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je reviens d'abord sur la première question. Le voyage de rêve, le voyage initiatique, pour un homme qui aime la nature, qui aime la littérature, qui aime l'histoire de l'humanité, c'est le voyage, le pèlerinage des grands vins. Alors ça va vous amener, non, les grands vins ne signifient pas argent, richesse et luxe époustouflant, mais ça va vous amener chez de petits vignerons dans les Alpes italiennes, ça va au Val d'Aoste, ça va vous amener en Sicile, vous allez basculer en Croatie, vous allez goûter ces vins extraordinaires des îles croates, où il y a encore des variétés qui n'ont pas attiré l'attention de ceux qui pourraient les détruire. C'est une viticulture très pauvre, mais exaltante. De la Croatie, vous basculerez vraisemblablement, vous allez arriver à Athènes, peut-être pas très longtemps en Grèce, mais vous allez aller en Crète, vous allez trouver encore des variétés qui ont 5000 ans, 6000 ans, et qui produisent des choses déroutantes, avec des saveurs absolument merveilleuses. Vous allez rencontrer, parce qu'il y a derrière la vigne et le vin, vous allez rencontrer le vigneron Ulysse, vous allez rencontrer cette bonne vieille gueule d'un type intelligent, amoureux de sa terre, qui a plus de sagesse derrière sa tignasse que beaucoup de gens sensés qui nous racontent des histoires tous les jours. Vous allez rencontrer des hommes ahurissants. Alors il faut parler leur langue. Ils vont vous parler de leur vigne comme on parle d'une fille que l'on aime. Oui, mais attendez, il faut employer quel mot pour parler leur langue? Parce que ça m'intéresse. Eh bien, il faut apprendre le grec. Ah oui, non mais attendez. Là, je parle d'une langue unificatrice chez les producteurs et les vignerons. Il y a peut-être des termes que vous savez qui sont un peu des codes entre vous. D'un producteur à un autre, on se reconnaît, non? Oui, mais bon. Ah, c'est un secret. Non, c'est pas un secret. Mais la vérité, c'est que devant un paysan amoureux de sa vigne et qui a hérité d'un grand cépage sur un grand terroir, vous ne devez pas arriver en questionneur. Vous devez l'écouter. Ce qu'il va vous dire, c'est une espèce de poème. Poème de vie, poème d'amour, poème qui remonte à la nuit des temps. Mais ne croyez pas que vous aurez un message qui sera similaire entre, je parlais de la Crète, et on va sauter à Santorin, par exemple. De là, on va passer à l'Asie mineure. Vous n'aurez pas le même langage. Il faut arriver avec beaucoup de disponibilité et écouter ces paysans poètes menacés de disparition, mais il en reste encore un certain nombre. En tout cas, c'est sûr que ce voyage initiatique qui nous a amenés en Crète maintenant, vous allez le poursuivre, vous allez monter dans un vieux bateau grec et vous allez arriver à Santorin. Et vous allez aller voir ces extraordinaires vignes dans ce sol de lave incandescente. En fait, de lave, non, elle n'est pas incandescente, elle est refroidie, mais à peine. Vous allez vous émerveiller. Vous allez voir, attraper dans votre bouche toute l'histoire de la Méditerranée avec un verre de vin rouge, râpeux, très parfumé, qui vous émerveillera. Rien à voir avec une grande marque célèbre, américaine ou australienne. Hein. Vous êtes devant le mystère de la nature pure. Et puis, vous n'allez pas rester à Santorin. Vous allez reprendre le bateau d'Ulysse et vous allez arriver en Turquie, vous allez surtout arriver en Arménie. Et là, vous allez monter jusqu'à 1500 mètres, le mont Ararat, le mont de Noé, le mont où s'est arrêté un certain bateau il y a quelques milliers d'années. Et vous allez goûter là des cépages absolument éblouissants. Il y a des cépages rouges, il y a des cépages blancs sur le mont Ararat, entre 1000 et 1500 mètres, qui sont... Là aussi, ce n'est plus Santorin, ce n'est plus l'odeur de l'antisque et l'odeur des herbes de la Méditerranée qui parlent. Ce sont d'autres herbes. Là, c'est des herbes folles, des herbes de l'imagination. C'est les herbes du grand poète, du grand écrivain turc qui vous raconte toutes les histoires du brigand d'honneur dans ces montagnes du mont Ararat. Ce sont des saveurs qui ont déjà, ces saveurs des vins de l'Arménie et du mont Ararat, ce sont déjà des saveurs d'Asie mineure. Elles ont quelque chose qui n'est plus complètement l'Europe. C'est l'Orient déjà, mais c'est saoulant de beauté. Et il ne faut pas s'arrêter là. Eh ben, nous, on va s'arrêter quelques minutes, mais je peux vous assurer qu'on vous suit avec plaisir dans un instant. Ça
sur les choses de la boisson, j'ai une certaine expérience. Ça vient du temps de mes voyages. Les croissants du matin, j'étais trempée un peu partout, hein. À la Villette, à la Mouffe, à Malakoff, même à la Croix de Berny. Tout ça pour vous dire que pour lui mettre les pattes en l'air à Mémène, autre chose qu'un petit saumur. Des paysages. Philippe Bertrand sur France Inter. Et nous sommes sur la corde sensible d'Aimé Guibert aujourd'hui. On s'était arrêté au Mont Harara où vous nous disiez, Aimé Guibert, si on suit la vigne comme un vecteur de voyage, ce que vous faites admirablement bien, on a déjà arrivé au Mont Harara, ces notes asiatiques. Alors moi, je suis très intrigué. Qu'est-ce qui fait qu'un vin peut avoir une note asiatique? Ça ressemble à quoi la note asiatique? Ah oui, alors là... Là, je vous laisse perplexe. Oui, oui. Mais non, mais c'est merveilleux que c'est vous qui avez lancé le bouchon, alors. Mais c'est merveilleux que vous me posiez cette question, parce qu'elle a une réponse claire. Mon cher ami, ne me demandez pas de vous définir un goût tout à fait extraordinaire qui quitte déjà les saveurs de l'Europe. Partez en courant en Arménie, allez le goûter sur place. Vous seul pourrez le décoder. C'est vous avec votre gourmandise. Ces goûts et ces saveurs ne sont pas encore une marchandise que les agents de communication vont vous expliquer. Bon, alors, moi, je voulais exploiter votre subjectivité, Aimé Guibert, et selon vous, simplement selon vous, en dehors de tous les créneaux de marché, les étiquetages faciles et les jugements l'emporte-pièce, je fais encore des jeux de mots, hein, l'emporte-pièce, 228 litres. La note asiatique, vous la ressentez comment? Eh bien, à un moment donné, votre palais perd ses points de repère. Mais c'est déjà arrivé à Santorin. À Santorin déjà, vous n'êtes plus dans l'Europe logique cartésienne matraquée par les Romains il y a un peu plus de 2000 ans. Non, vous êtes déjà, votre palais se surprend à découvrir. Lui-même fait le voyage. C'est pas vous simplement avec vos yeux. Vous le faites avec vos yeux, bien sûr, mais aussi votre nez, vos oreilles. Si vous êtes un type vivant, vous allez recevoir un message étonnant. Vous allez découvrir une planète sensible. Et les planètes sensibles, elles ne s'écrivent pas avec des mots. Donc je vous laisse sur votre faim, que ça soit en Arménie, mais que ça soit déjà en Crète, que ça soit déjà à Santorin. Allez-y, vous allez vous-même vous rendre compte que vous changez d'univers sensible. Et qu'est-ce que vous direz quand vous aurez quitté l'Arménie et que vous descendrez vers les énormes buveurs géorgiens avec leurs 2000 variétés locales? Vous êtes devant le lieu, Géorgie, le lieu de naissance de la vigne. Alors on vous fera goûter une bouteille de Saperavi, puisque c'est celui dont on parle aujourd'hui. Mais derrière, si vous allez chez les vignerons, vous allez dans les caves, d'abord vous n'en ressortirez pas si vous y rentrez, parce que ces gros buveurs attendent de tout le monde, de tout visiteur qui soit capable, lui aussi, de boire autant. En général, on rentre, on sort une semaine après. Mais vous allez faire un continent complet de découvertes, de choses très parfumé, comme on ne l'imagine plus. On a des goûts lissés par les 3 ou 4 variétés à la mode et qui ont beaucoup de politesse. Là, vous allez trouver des goûts exubérants, vous remplissent la bouche, des goûts ardents, des goûts, par exemple, vous avez des variétés rouges qui ont des goûts de charcuterie, hein, des goûts très gras comme ça. Vous avez l'impression de manger. Bon, c'est un immense bonheur. Donc, dans ce voyage, la Géorgie est une espèce d'apothéose, hein. Lieu de naissance de la vigne, 3000 variétés, des grands buveurs, des gens passionnés, des gens qui vont vous parler de leur vin, vous comprendrez rien. Mais le bruit de leur bouche, le torrent de leurs paroles fait que vous recevrez un message, qui ne sera pas un message, bien entendu, intelligible et logique, mais vous repartirez avec un message que vous êtes au pays de naissance de la vigne. Et le facteur clé, sur tous ces territoires, excusez-moi, Aimé Guibert, c'est le soleil. Ah ben, Bougre, non. Le soleil, mais non. La pluviométrie, très grande importance. Et puis, et toujours la clé, les grands vins, c'est au moins les nuits fraîches. Si le vin, le propre du vin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'existe que dans des parties très particulières des bords de la Méditerranée, le vin, la clé du vin, c'est l'équilibre du pH, l'équilibre de l'acidité. Chaque fois que vous avez des grands terroirs, mais que vous avez des climats chauds, et bien entendu, le vin est corrigé par la bouteille de produits autorisés par la loi, mais c'est pas des grands vins, c'est des vins assistés. En Géorgie, vous avez des nuits glacées, vous avez des vins qui ont une formidable
acidité naturelle qui leur donne une grande longévité. Comme à Domagасsac. Domagassac, avec ses nappes d'air froid la nuit, ce sont des bouteilles que vous pouvez boire à 20 ans. Si vous êtes optimiste, vous les attendez 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais le soleil, alors, est un acteur mineur dans l'épanouissement du vin? Et de la vigne, en tout cas. Non, mais ça serait trop beau si il suffisait de dire rideau, soleil, et tout va bien. Non, le soleil est nécessaire. Il faut une certaine dose de chaleur pour mûrir les fruits, pour synthétiser les sucres. Mais si vous avez le soleil, et si vous n'avez pas les nuits froides, vous arrivez sur des vins auxquels il manque quelque chose. Les très grands vins, les vins historiques, c'est les vins qui sont à la fois merveilleux à boire, mais qui en même temps sont des vins qui défient le temps. Nous, on passe 75 ans, 80 ans, paf, embarqués. Les grands vins, les grandes bouteilles défient le temps. Ça fait partie de leur magie. Le goût du vin, l'émerveillement pour le vin ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas cette capacité de défier le temps, de rester bon. Pas simplement rester bon, devenir meilleur. C'est d'ailleurs un des critères de la vallée du Gassac. Je reviens à Domagassac. Vous allez ouvrir une bouteille la plus vieille, 25 ans. Le vin est rouge vif, il est tout neuf. Il est tout neuf pourquoi ? Parce qu'il a ce pH, parce qu'il a cette acidité naturelle qui fait que le vieillissement va être très lent, et que ce vieillissement va s'accompagner d'un enrichissement des arômes qui est étourdissant. Le vin qu'on boit à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, n'est pas le même. Plus le vin vieillit, plus il quitte les arômes de fruits, plus il va arriver aux arômes de terre. Quand le vin atteint un certain âge, vous allez boire le sol du pays qu'il a produit. Vous allez donc avoir un phénomène magique. Vous allez pénétrer le secret de cette province ou de cette terre. Donc merci au soleil, mais le soleil sans le froid de la nuit, sans un certain nombre de critères de température, quelque part, le vin ne va pas plus loin qu'une certaine frontière. On ne deviendrait pas mystique quand on s'appelle Aimé Guibert, ou d'un moment, je m'explique, vous avez installé votre chai dans une cave gallo-romaine. Dites donc, il y a de l'historique, il y a du patrimoine là-dessous, ça a peut-être traversé les âges. Oui, est-ce que je peux finir le voyage, oui. Non? Ou on y revient tout à l'heure? Ah oui, bien sûr. Hein? Oui. Non, finir le voyage. Alors, vous êtes arrivé en Géorgie. Non, mais c'est un voyage fabuleux. Ouais. Ne pas le faire en groupe, le faire à quelques-uns, le faire avec la femme que vous aimez ou des amis très chers. Surtout, jamais de groupe. Allez-y, oui, c'est vrai, avec une certaine émotion spirituelle. Pendant 10 000 ans, le vin a été un des vecteurs de la connaissance du divin. Et il l'était encore il y a à peine 50 ans, jusqu'en 56. C'est à peu près le moment de la fracture. Le vin a une connotation spirituelle et qui, pour nous chrétiens, est colossale. Hein, lorsque le Christ meurt et qu'il dit « va mourir », et qu'il dit « ceci est mon sang ». Consommer le divin avec modération, quand même. Parfois, ça emporte les esprits, vous le savez. Je pense que ça emporte encore plus les esprits de s'en priver. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Donc, nous sommes là-bas, en Géorgie. Alors, le voyage n'est pas fini. Vous allez reprendre quelconque avion qui vous ramène à l'Occident. Et vous allez faire cette apothéose des vins de l'Occident, la Galice paysanne, celtique, qui emmerde les Espagnols et les Français, qui est restée formidablement elle-même, avec ses chansons, avec ses danses, avec son grand pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. En Galice, vous allez trouver des vins éblouissants. Vous allez trouver un vin blanc, l'Albarino, unique au monde. Il y en a très peu, c'est pas un produit moderne, mais c'est un produit très éblouissant. Et puis, vous allez finir le voyage par la grande émotion. Vous prenez le bateau à Porto, pas à Porto, au Portugal, et vous allez vers les îles. Vous allez vers les îles, Madère. Et là, Madère, vous allez goûter l'un des grands secrets du vin. À la chaleur du soleil, à la froideur de la nuit, s'ajoute autre chose, la caresse de l'océan et les embruns de l'océan. Et vous allez goûter des vins qui... vous pourrez trouver des bouteilles de 100 ans d'âge. Et ces vins de Madère, certains cépages de Madère, à 100 ans d'âge, sont des vins tout jeunes, tout neufs. Toujours à cause de la constitution du pH et de l'acidité naturelle. Mais je pense que à faire un grand voyage initiatique du vin, il faut aller au Moyen-Orient et il faut revenir et il faut terminer par la Galice et le Portugal et Madère. Terminer à Madère, après vous pouvez mourir
Vous avez... Je vais pas aller tout de suite à Madère, je vous le dis tout de suite. On va attendre, on a encore quelques années, enfin on va voir. Gabriel pour ce dépaysage sur France Inter avec Aimé Guibert. Moi, je suis enthousiasmé parce qu'on voyage et puis on peut s'enraciner à nouveau dans la terre et dire mais comment ce bout de bois qui fleurit, qui fait des fleurs, ils vont donner des grappes, avec protégé du soleil par des feuilles comme ça. Parfois on enlève les feuilles, ça se fait à tort. Il faut les laisser comme ça, c'est à l'abri, on garde la fraîcheur et puis le soleil continue à irradier. Comment une terre peut produire des choses aussi merveilleuses, Aimé Guibert? C'est une question. Voilà. Alors ça, c'est un des terrains sur lesquels il est très difficile de comprendre la réalité. On est tous embarrassés par une idée complètement fausse, c'est que la plupart des plantes se nourrissent dans le sol. Alors là, il y a un grand type actuellement qui s'appelle Claude Bourguignon, qui est un Bourguignon et qui a écrit plusieurs livres. Le miracle de la vie végétale. D'abord, le premier miracle, la vie, c'est le sol. Il y a 90% de la capacité de force de la vie, telle qu'elle a été héritée, telle qu'elle est fragile et menacée aujourd'hui, elle est dans le sol, dans la biomasse. Lorsque vous avez des plantes, ne croyez pas que les plantes vont se nourrir essentiellement du sol. Prenons la vigne. La vigne, nourriture de la vigne. 94% les 4 éléments de l'air, l'oxygène, l'hydrogène, etc. 94%. 6% viennent du sol. Mais ces 6% sont essentiels. Ce sont ces 6% qui vont donner à la plante, au raisin, ou bien aux fruits, ou bien au blé, qui vont lui donner sa vertu de saveur essentielle, originale, savoureuse. Et cela vous explique qu'aujourd'hui, dès que vous mettez des molécules de synthèse fabriquées par les aimables Monsanto qui empoisonnent le monde, vous tuez la vie dans le sol. Nouvelle raison de colère. Allez. Oui, mais non, mais vous tuez la vie dans le sol. Bah oui, mais Monsanto, enfin, je m'étends pas là-dessus. C'est vrai, vous êtes les raisins de la colère. Je suis en train de m'y penser au passage. Je sais pas si je suis en colère. Non, j'ai des convictions, mais pas tellement de colère. Mais par contre, je ne veux pas faire des amabilités en face du mal. Le mal, c'est le mal. Monsanto, c'est le mal. Terminé. Mais je suis pas tellement en colère. Non, ça m'empêcherait peut-être m'enlèverait quelques journées de vie supplémentaires. Donc, ce qui est essentiel, c'est de savoir que la plante va demander au sol ce miracle des 6%. Et ce 6%, c'est un opéra extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe dans le sol? La plante, le végétal, n'est pas foutu de boire le minéral, de bouffer le minéral. Donc, qu'est-ce qui va alimenter la plante, un élément du sol? Eh bien, ce sont des micro-organismes, ce sont des levures, ce sont des insectes divers. C'est eux qui vont manger le minéral et qui vont le restituer, digérer aux racines de la plante. On est donc devant ce phénomène et cette grande leçon. Où est le miracle? C'est que ça n'est pas la plante qui bouffe le sol, c'est la vie. Et lorsque vous tuez la vie, tous ces micro-organismes, votre raisin va être un produit chimique, quelque part. Ce qui est le fait de 80% des vignobles dans le monde aujourd'hui. Merci Aimé Guibert. Aimé Guibert va devenir une star du Festival de Cannes parce qu'il y a un film qui sort à Cannes, en sélection officielle, Mondovino, de Jonathan Nossiter, un film franco-américain. Et dedans, dans ce grand film, il y a aussi le témoignage d'Aimé Guibert. Il y a aussi Vin à la carte à partir du 16 mai sur Arte, un dimanche sur deux à 17h15. C'est un voyage dans 7 pays européens à travers le vignoble. Et puis il y a plein de bouquins qui paraissent en ce moment. Mais aller voyager, c'est encore mieux. Merci.